Avait vraiment vu le fond du baril, hein? Ben là, il y a pire. Alors, il y a un autre cas d'agression sexuelle multiple qui défraie les manchettes en France. L'ex-chirurgien Joël Le Scouarnec, qui vient d'être condamné à 20 ans de prison pour des agressions sexuelles et des viols sur 299 personnes. Il notait tout dans des cahiers. J'ai rencontré cette personne-là, j'ai fait telle affaire, tel geste, etc., telle date, à telle heure. Il notait tout. Un homme de 74 ans qui est qualifié de diable par l'avocat général. Nous allons parler avec Thomas Chinel, qui est correspondant en France pour TVA. Bonjour Thomas. Oui, bonjour, bonjour Richard, bonjour à tous. Eh, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe en France depuis quelque temps? Le Pélico, déjà, là, c'était absolument épouvantable, mais là, c'est encore un stade plus loin encore dans l'horreur. Oui, effectivement, hein, j'ai déjà couvert plusieurs procès. On a rarement eu affaire à un tel monstre, il faut le dire. C'est rien d'autre que ça, quelqu'un qui était conscient de tout ce qu'il faisait, de tous les actes, qui a assumé, qui a reconnu pendant les 3 semaines, 4 semaines d'audience, 3 mois d'audience, où Joël Le Scouarnec, ex-chirurgien, 74 ans, de 1989 jusqu'à 2014, il a profité de son statut de médecin pour agresser sexuellement, principalement des enfants qui étaient souvent soit anesthésiés, soit en période de réveil, voilà, pour les agresser sexuellement, pour les violer. Et lors de son procès, il a tout assumé, tout reconnu. Il consignait effectivement tout ça dans des cahiers noirs où il racontait avec détail tout ce qu'il faisait contre ces jeunes victimes. Donc c'est un procès dont on ne ressort Mais absolument pas indemne quand on est journaliste, mais ça participe aussi, on va dire, d'une libération de la parole. Hein. Pellico, oui, oui. c'était la libération de la parole contre les violences faites aux femmes. Là, c'est la libération de la parole contre la pédocriminalité. Écoute, on lui a mis la main au collet comment? Comment on a découvert ça, qu'il avait fait autant de Oh, crimes, Thomas? ça remonte jusqu'au FBI américain. Qui avait décelé sa trace sur des sites d'échange de photos pédopornographiques et qu'il avait transmis aux policiers français, aux enquêteurs qui étaient déjà sur sa piste. Mais en fait, ça remonte. Alors, le jour précis de son arrestation, parce que ça, c'était des indices qui avaient été collectés avant son arrestation. Son arrestation, c'est en fait une petite voisine de ce chirurgien qui, âgé de 6 ans, un jour, elle se rend au bout de son jardin, elle est voisine avec le pédocriminel et là, il va l'agresser sexuellement et elle va revenir chez elle tout simplement et elle va raconter à ses parents ce que lui a fait leur voisin. Les parents vont aller porter plainte bien sûr et c'est là où en fait toute l'affaire va se révéler, où tous les liens vont se créer, où les enquêteurs vont se rendre compte de qui ils ont affaire. Il va être condamné une première fois en 2020 pour cette agression sexuelle et aussi pour 2 autres agressions sexuelles contre ses neveux. Et là, c'est une deuxième affaire donc à laquelle il fait face pour ces 300 victimes, 298 exactement, agressions sexuelles et viols sur une trentaine d'années, donc dans plusieurs hôpitaux publics qui se trouvaient dans l'ouest de la France. C'est fou, oui, parce que c'est un ancien chirurgien. Est-ce qu'il le démontrait, je ne sais pas, un peu de remords pendant le procès, Thomas? Non, et d'ailleurs, c'est beaucoup de regrets qui ont été exprimés par les parties civiles, les victimes aujourd'hui, c'est le fait qu'ils n'ont pas compris en fait ce qu'il s'est passé, ils n'ont pas compris comment la société a pu produire un tel monstre, puisque sur son enfance, puisque dans la cour d'assises criminelle, eh bien, on retrace tout le parcours de l'accusé. Il est resté taiseux, il n'a rien dit. On se doute que peut-être lui-même a été victime d'agressions sexuelles, mais il dit ne garder aucun souvenir de son enfance, donc on a du mal déjà à expliquer comment on en arrive là. Sur ses rapports avec sa femme, puisque c'était quelqu'un d'établi, hein, c'était un vrai médecin, il a refusé de répondre aux questions liées avec sa femme, donc on ne sait pas non plus les rapports amoureux, sexuels qu'il pouvait entretenir avec sa compagne, donc on n'a pas de clé pour déceler cette attitude-là. Alors, à la fin, il a expliqué qu'il ne souhaitait aucune mensuétude de la part du Hum, tribunal, hum. qu'il souhaitait seulement qu'on lui rende la part d'humanité qu'il n'avait pas su conquérir, c'est les mots qu'il a employés.
il n'y avait pas de suspense puisqu'il avait reconnu les faits. Donc la peine de 20 ans de prison qui a été prononcée aujourd'hui contre lui, il ne fera pas appel d'ailleurs de cette peine. Eh bien, cette peine-là était tout à fait attendue. Un procureur a dit: vous êtes le pire pédophile de masse qu'il ait jamais existé, la bombe atomique de la pédophilie. Il y a d'ailleurs 2 de ces victimes qui sont mortes, Thomas. Oui, effectivement, le procureur qui l'a même qualifié de diable et l'avocat général dans ses réquisitions a fait remarquer alors que le système français empêche de cumuler les peines. Mais que si on était dans un système judiciaire à l'anglo-saxonne, comme aux États-Unis, il pourrait encourir 4110 ans de réclusion criminelle pour toute cette série de viols. Mais là, vu qu'il n'y a pas ce qu'on appelle en France la confusion des peines, eh bien, il n'encourait qu'au maximum 20 ans de prison. Il faut aussi noter qu'il est déjà en prison depuis 15 ans pour la première affaire, l'agression sexuelle contre sa jeune voisine et ses neveux. Et bien en fait, la peine de prison qu'il vient de subir aujourd'hui ne peut pas se cumuler avec la première. Ça veut dire qu'il sera en droit, dans 5 ans, 6 ans, de demander une libération, puisqu'il n'y a pas eu de peine de sûreté qui a été prononcée par le tribunal aujourd'hui. Donc en fait, en 2031, il pourrait très bien, si un juge des libertés le décide ainsi, se retrouver libre de ses mouvements dans la rue. Donc il est âgé de 74 ans, il aura bien 80 ans à ce moment-là. 2 de ces victimes sont mortes, une par surdose et l'autre par suicide. Fred, tu voulais ajouter quelque chose? Je suis présentement en train de regarder les réactions des Français en ligne, là, puis on pose la question justement. Aux États-Unis, on peut parfois additionner les peines, ce qui crée une espèce de perpétuité. Vu le nombre de victimes, plusieurs Français se posent la question: pourquoi est-ce que c'est pas plus long en prison, considérant les dommages colossaux qu'il a fait à de nombreuses victimes? Ben oui, tout à fait. Là. C'est pas, donc, vous ne faites pas d'accumulation de peine, c'est ça, en France? Non, c'est ça. Alors, est-ce qu'il faut changer la loi? Bon, c'est le législateur qui doit décider de ces choses-là. Ça a été décidé dans les années 70, le non-cumul, la non-confusion des peines, comme on dit ici. On considère qu'on est jugé pour une même affaire et que bien toutes ces peines-là se fondent en une seule. Bon, effectivement, c'est difficile à comprendre au vu là de la gravité des faits reprochés, et puis surtout du caractère systémique. 300 victimes sur 30 ans. On se demande même d'ailleurs s'il n'a pas été protégé. Beaucoup de victimes ont regretté et beaucoup de journalistes se sont interrogés sur le fait que beaucoup de ses anciens collègues ne l'aient pas dénoncé à la police, qu'il n'ait pas vu. Est-ce qu'il y a une omerta au sein des hôpitaux français? C'est une question qu'on pose. Quand est-ce qu'il y aurait peut-être une feuille de route pour que les médecins soient davantage formés à appréhender ce genre de spécimens? Quand est-ce que, en fait, ce procès a peut-être raté quelque chose que le procès Pellico avait réussi, c'est de provoquer une onde de choc dans la société française qui fasse en sorte que tout le monde se prenne conscience de ce que représente la pédocriminalité en France, que c'est quelque chose qui peut être tu par une partie de la société, que finalement la pédocriminalité, on peut dissimuler ce genre de choses-là, comme avant l'affaire Pellico, les viols de Mazan, cet homme, Dominique Pellico, qui avait livré sa femme pendant 10 ans à des inconnus, là, on a révélé le caractère systémique des violences sexistes et sexuelles, que n'importe qui, monsieur tout le monde, pouvait devenir un violeur si le mari d'une compagne l'autorisait à violer sa femme. Mais là, ça a eu un tel émoi, le procès Pellico, que on a pris conscience de ce que c'était le viol conjugal, de ce que c'était les violences sexistes et sexuelles. Là, ce procès-là n'a vraiment pas du tout réussi ça. Alors, c'est difficile d'expliquer les raisons, les facteurs qui font qu'un procès a plus ou moins de résonance avec la société française. Il y a eu moins de couverture médiatique, c'est vrai. Peut-être que les Français ont eu d'autres chats à fouetter aussi ces derniers temps en termes d'actualité politique qui a été un peu intense. Mais J'aurais du mal à l'expliquer. il y avait aussi plusieurs victimes, alors que dans le procès Pellico, il y avait une victime et on la regardait, puis elle se tenait debout, elle était digne. Il faut dire que le personnage de Mme Pellico aussi a vraiment frappé l'imaginaire. Merci beaucoup, M. Thomas Chenel, le correspondant en France pour TVA. Merci, Thomas. Merci, à bientôt. À bientôt. Au revoir. On va en parler avec Mario Larrivée-Côté, qui est expert en délinquance sexuelle. Mario, est-ce que ça se peut qu'il y ait des gens qui viennent au monde dénués d'empathie, totalement, là, qui n'en ont pas? Dur à dire, je dirais, ça pourrait arriver. C'est sûr que dans des cas de psychopathie, souvent on sait que ces gens-là n'ont pas ou peu ou pas du tout d'empathie, là.
Mais dans le cas qui nous occupe, Richard, on parle au-delà de l'aspect de l'empathie, je dirais qu'on en fait vraiment un dossier de déviance sexuelle assez phénoménal, je dirais. Là. Ah oui. Toi, dans toutes tes années de pratique et tout ça, parce que, tu sais, le gars, il avait des cahiers, puis il écrivait tout, là, tout dans le cahier. Non, mais c'est parce qu'il y a cet aspect-là, mais si on regarde juste le portrait dans son ensemble, on parle d'un individu que, bon, il a eu son premier dossier devant la cour, sa première sentence de détention en 2005 pour de la pornographie juvénile. Là, il y a eu le dossier en 2020, qui est actuellement en détention depuis ce temps-là, où est-ce qu'il y avait 4 victimes. Puis là, on parle de 299 victimes, mais ça, c'est les victimes pour lesquelles il a plaidé coupable. Ben oui. Parce que dans la réalité, il y en aurait autour, on parle d'à peu près 410 victimes potentielles qui avaient fiché lui-même. Mais là, il y en a là-dedans qui n'ont pas, les policiers n'ont pas été en mesure de les identifier. Il y en a qui n'ont pas été simplement encore rencontrés, donc il va peut-être avoir d'autres accusations. Il y en a qui n'ont pas voulu porter plainte, il y en a qui sont décédés. Là, on a l'aspect des victimes, mais la majorité de ces victimes-là ont en moyenne 11 ans. Donc, on parle de pédophilie. Il y en avait 256 sur 299, là, j'ai pas fait le calcul mathématique, mais c'est un pourcentage très élevé, qui ont moins de 15 ans. Non, mais écoute, Mario, comment tu peux agresser 410 mineurs sans qu'à un moment donné, ça se sache, puis qu'il y a des accusations portées contre toi, Christy? Mais quand on parle de l'expression, là, le loup dans la bergerie, là, oui. Ben, ce que j'en ai su du dossier, c'est que ça se passait en milieu hospitalier, où est-ce que les victimes étaient endormies ou en phase de réveil suite à une intervention chirurgicale, puis probablement que c'est à ce moment-là que les gestes à caractère sexuel se produisaient, parce qu'il y a une bonne proportion de ces victimes-là, probablement, qui n'ont jamais eu conscience qu'ils ont été agressées sexuellement. Ben, je voulais revenir tantôt à ce que je disais aussi, Richard, c'est que on parle aussi dans ce dossier-là, là, on parle d'inceste face à des enfants de sa petite fille, neveu, nièce. On parle de voisine, de petite voisine de 6 ans qui a été agressée. On parle même de viol d'un bébé d'1 an. On parle d'une personne âgée de 70 ans. Donc, juste l'éventail des âges, là, on parle de 1 an à 70 ans. On s'entend que ces champs d'intérêt déviants sont assez variés, on peut dire ça comme ça. On parle aussi de scatophilie. Scatophilie, là, pour les gens qui nous écoutent, là, on parle d'excitation sexuelle face aux excréments. Puis on a affaire à un chirurgien viscéral qui joue dans les intestins. Non, mais écoute, ce que je comprends pas en terminant, là, ce que je comprends pas, Mario, c'est moi, je pense que tu choisis pas d'avoir une déviance, tu viens au monde comme ça, puis à un moment donné, quand tu sais que tu as ça dans toi, tu vas consulter, tu dis, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Comment ça fait quelqu'un qui sait que du bon, je suis fait de même, puis je vais vivre ma sexualité comme ça, puis ça va finir? Ben, c'est parce que je te dirais que dans mon expérience clinique, c'est que souvent, il y a ces individus, quand ils se font arrêter, ils sont presque contents de se faire arrêter parce que là, ils vont pouvoir demander de l'aide. Mais il y en a d'autres que c'est comme, pour eux autres, là, c'est juste l'excitation sexuelle qui compte, puis ils trouvent que la société fait un cas avec pas grand-chose. Fait que ça dépend justement du niveau de conscientisation de l'individu, qui peut varier d'un à l'autre. Dans ce cas-ci, je ne le sais pas, mais c'est sûr que l'individu, peut-être que parce qu'il vivait en ermite, il était isolé, mais tout ce qu'il faisait comme geste sexuel, c'est tantôt tout ce que j'ai énuméré, mais en plus, on parle de zoophilie, on parle du port de couche, il y avait des dizaines de poupées gonflables enfants qui j'utilisais comme jouets sexuels. On parle de 300 000 fichiers de pornographie juvénile. Donc, ce gars-là s'alimentait continuellement avec des comportements sexuels. Puis on parle quand même d'une carrière de délinquance sexuelle longue. Là. On parle à peu près de l'âge de 39 ans de ce qu'on sait, parce que ça a peut-être commencé avant, jusqu'à 64 ans. On peut juste penser que maintenant, cet individu-là, à cause qu'il est incarcéré peut-être encore 5-6 ans, quand il va ressortir, il va sûrement être surveillé, il va avoir au moins probablement 81 ans. On sait que la lipulsion sexuelle en vieillissant, ben, peut pas, ça diminue. Puis les victimes potentielles qu'il pourra avoir risquent d'être assez limitées parce que son bassin de victimes, ça se passait dans le milieu hospitalier. Il n'aura plus le droit jamais de travailler dans un hôpital. Fait que c'est sûr qu'à ce niveau-là, ça peut aider au niveau
la gestion du risque de récidive, en souhaitant que pendant qu'il va être en détention, qu'il se fasse traiter pour ses multiples déviances. Écoute, incroyable qu'il n'y ait pas eu de rumeur à l'hôpital où il travaillait ou que personne ne le pensait à un moment donné sur le fait pendant toutes ces années-là. C'est vraiment un monstre épouvantable. Merci, toujours intéressant de te parler. Mario Larrivée-Côté, expert en délinquance sexuelle. Merci. Bonne soirée. Merci, Richard. Bonne journée.